notre idée, c'est de se dire, c'est qu'on commence à voir à l'échelle de la France que dans les écoles d'architecture, les questions de genre commencent à être enseignées dans différents établissements, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'occasions d'en parler entre nous. Et avec Robinson, comme cette année, on a animé un enseignement en semestre 5, donc de la licence 3, premier semestre de la licence 3 sur ces questions-là, qui a aussi donné lieu à la petite exposition qu'il y avait dans l'école. On s'est dit que c'était un peu l'occasion d'inviter des collègues pour discuter de ces enjeux-là, de revenir sur la manière dont ces enseignements-là se structurent, les raisons pour lesquelles ils se structurent dans les écoles, les difficultés auxquelles ils font face, et de profiter donc d'inviter plusieurs personnes. Donc je vais rapidement présenter nos intervenants, intervenantes, en essayant de ne pas dire de bêtises. Si je dis des bêtises, vous me corrigez s'il vous plaît, ou sinon vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc Sabine Gut, qui est architecte, qui est maîtresse de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Elle est chercheuse à l'IPROS, donc dans l'UMR à Ussert. Elle travaille sur la question de la densité notamment, mais aussi des infrastructures métropolitaines. C'est très partiel, Sabine, mais voilà, c'est juste pour donner quelques éléments. Et donc qui porte des enseignements sur ces questions-là à Nantes. Mathieu Dupérex qui est avec nous, donc qui est triplement diplômé en master de philosophie, en intelligence économique et en sociologie avec un doctorat sur les arts plastiques, donc déjà un parcours assez multiforme en termes d'approche disciplinaire. Il est très connu pour un blog qui s'appelle Urbain, Trop Urbain, qu'une grande partie de notre génération en tout cas a beaucoup suivi, et qui travaille beaucoup sur les questions croisement entre art et anthropocène, si j'essaie de réduire un tout petit peu, et donc l'enseignement notamment pour sur les questions écoféministes, et on y reviendra. Donc Stéphanie, je ne vous la représente pas, Robinson aussi, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, étudiant donc, non mais je le fais quand même, il y a une vidéo qui reste, donc là, étudiant à l'école d'architecture de Grenoble, en master 2, dans le parcours architecture, urbanisme et études politiques, et étudiant engagé à échelle locale et nationale, vu la période dans laquelle on est, il faut quand même le souligner. Donc moi-même, Théa Manola, architecte de formation et urbaniste, enseignante ici à l'école de Grenoble. Alors, ce que je vous propose, chers collègues, si ça vous va, c'est de lancer des petites questions simples, très basiques, et vous répondez un peu comme ça vient. Donc les questions sont excessivement basiques, parce que c'est des questions qu'on aborde rarement. Donc peut-être pour commencer, c'est à quel moment ces enseignements-là, sur quoi ils portent déjà, à quel moment ils ont été créés, à qui ils ont été adressés, un peu l'affiche d'identité, la fiche Taïga de vos enseignements. Voilà, c'est juste donner un peu... Alors bon, moi je présente qu'un enseignement parce que j'en ai plusieurs et je me suis dit qu'il y en a un qui est vraiment dédié à cette question, même si dans mes autres enseignements, j'essaye quand même d'introduire aussi ces questions-là, mais peut-être moins frontalement, quoi. Donc ça c'est un enseignement que je vais présenter qui s'appelle AAA, Autobiographie de nos assignations architecturales. Et en fait c'est un enseignement optionnel en master 1 et master 2 qu'on a porté cette année. Je pense pas c'est quoi. Si, c'est bon, c'est bon. Et donc c'est un... ça marche ? Non. Moyen technique, perfection. C'est un peu difficile. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ouais. Ah oui. Et donc c'est un enseignement Colle-le à ton nom. thématique. Faut le mettre là. Vas-y. Un enseignement thématique de master. D'une quarantaine d'heures et qu'on a porté avec une collègue plasticienne. Moi je suis moi-même dans le champ ville et territoire cette année, qui suivait en fait un enseignement qu'on a aussi du même format qu'on a expérimenté l'année précédente, qui s'appelait Toupos. Alors on a changé de nom parce que on a profité en fait d'un événement qui nous a été proposé, auquel on nous a proposé de participer, un événement lancé par le festival en fait proposé par le Grand T, qui est un théâtre nantais, et qui a proposé cette année de faire ce qu'il appelle un festival, c'est la saison mobile, en fait c'est une sorte de festival art et savoir,
sur le sujet de être un homme. Et donc avec l'idée évidemment de plutôt dépasser la question des virilités, ou en tout cas aller au-delà d'un rapport viril du monde. Et donc en fait, je reviens un petit peu en arrière, cet enseignement qu'on avait appelé Tupos et qu'on a changé en AAA, il s'inscrit dans une sorte de filiation, en tout cas il s'inspire plutôt d'un enseignement qui avait été porté par Claire Cooper-Marcus, je ne sais pas si tu connais Stéphanie, à l'université de Californie de Berkeley dans les années 70, parce qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de correspondance avec ce qui s'est passé à ce moment-là, dans lequel en fait elle proposait ce qui s'appelle un exercice d'autobiographie environnementale, qui prenait en fait comme point de départ une sorte de travail de remémoration dans ses souvenirs, dans son enfance, etc., d'un rapport donc au monde et à l'espace qu'on peut avoir de manière non consciente en fait, et de le remobiliser pour finalement, de manière peut-être plus consciente, pour travailler, développer des propositions spatiales, travailler en architecture, etc. Et donc cet enseignement nous a servi d'inspiration, avec aussi un travail. Alors c'est intéressant parce qu'on trouve vraiment les archives sur cet enseignement, les archives de la fiche pédagogique, etc. On voit comment il y avait à la fois un travail sur cette question de remémoration et de réactivation, mais aussi un travail de posture, de travailler autrement dans l'espace de l'atelier, de sortir, etc. Bon, voilà, tout ce qui se mobilise, enfin, était pas mal mobilisé aussi à ce moment-là. Donc pour revenir sur AAA, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un travail à la fois de remémoration de ces, comment dire, de ses souvenirs, une sorte d'archéologie personnelle, mais en même temps, à la différence de Tupos, on a aussi proposé aux étudiants d'interroger finalement leur rapport et leur expérience de l'école, leur expérience spatiale de l'école, pour effectivement essayer de voir quelles étaient les assignations qui se jouaient à travers cet espace. Donc c'est là, voilà, pourquoi on a changé de nom et on a travaillé un peu plus sur cette... Alors on a posé des questions aussi, donc je ne reviens pas, enfin je ne vais pas développer les modalités pédagogiques, parce qu'on a à la fois des lectures collectives, d'arpentage, des lectures, des siestes lecturées, etc. Bon, on a aussi un travail d'écriture avec des mini-récits où on joue avec des procédés divers, etc., etc. Et puis ensuite, on a des exercices qui permettent de spéculer, quoi, en fait, plutôt spatialement. Et voilà. Et là, on a vraiment décidé de mettre en œuvre des actions aussi physiques, tangibles dans l'espace de l'école, notamment pour justement les mobiliser au moment du festival. Donc parmi les questions qu'on a posées aux étudiants, c'était à partir donc, de leur expérience et de leur imaginaire, l'architecture est-elle chargée de discrimination? Induit-elle des comportements? Comment, en s'intéressant particulièrement à l'école et en tant que lieu de formation et de formalisation des futurs architectes, est-ce qu'il serait possible de déjouer les assignations qui nous sont faites, en particulier de déviriliser l'architecture? Donc ça faisait partie de tout un tas de questions. Là, je vous montre comme ça juste des images de ce qu'on a produit comme ça au fur et à mesure, mais sans trop les expliquer. Et puis en fait, comment est-ce que ça s'est traduit du coup après dans l'espace même de l'école? Il y a eu 4 objets, on va dire, ou 4 séries, enfin 4 dispositifs. Un premier dispositif qui s'est appelé ces gestes qu'on nous impose. Alors c'est un travail de photo, là j'en montre juste une. C'est un travail de mise en scène photographique dans lesquels les étudiants se sont mis à rejouer des scènes, des scènes de l'école, en fait, en exposant particulièrement un geste ou une situation assignante. Et puis surtout, moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'ensuite il y a eu 3 dispositifs qui ont été développés et installés. Alors, un premier dispositif qui s'est appelé les murs ont des oreilles, que je montre ici, qui a été réinstallé, parce qu'en fait à chaque fois il y a une sorte de protocole, un cahier des charges qui a été écrit, donc on peut réactiver aussi, on peut réinstaller ces installations. Donc les murs ont des oreilles, c'est une installation vidéo qui est inspirée du film Briser le silence des amphis. Je
sais pas si vous connaissez, et qui associe des plans fixes dans les espaces de l'école, donc bien identifiables, bien reconnaissables pour nous, pour les étudiants, pour les enseignants, etc., avec une voix off qui donne en lecture des récits, des témoignages, qui sont extraits notamment du compte Instagram Ces phrases d'archives, ou directement reçus aussi par le collectif La Claque, qui est un collectif d'étudiants de l'école d'architecture de Nantes qui lutte contre la discrimination. Donc il y a comme ça ce dispositif, il est assez saisissant parce que donc voilà, il y a cette série d'écrans qui agit un peu comme à la manière d'un truc de contrôle, comme ça, une sorte de salle de contrôle, et on sent, voilà, ce qui renvoie, quand on l'installe dans l'école, qui renvoie finalement à l'ensemble de l'école, et on entend ces récits. Et l'autre, alors un deuxième dispositif un peu plus ludique, on va dire, qui a été développé, c'est l'ascenseur Dance Floor. Il faut dire aussi qu'il y avait une sorte d'idée, non plus pas uniquement d'être dans une forme de dénonciation, mais aussi d'émancipation et de jouer aussi une autre façon de s'inscrire dans l'école. Donc ça a été imaginé à partir d'un récit d'espace. Bon, je ne raconte pas non plus tout ce qu'on a fait comme récit d'espace, mais voilà, quelqu'un qui à un moment donné racontait une petite scénette dans l'ascenseur où elle a sorti son smartphone, elle a mis de la musique, et puis avec ses potes ont commencé à danser dans l'ascenseur. Et donc voilà, on a installé effectivement ce truc qui restait quelques semaines, et ça a bien plu effectivement à l'école. Donc avec une transformation effectivement de l'ascenseur, un jeu de lumière, et puis un travail de sonorisation. Et puis le troisième dispositif, c'est ce qui s'est appelé dégenrons les toilettes. Donc on revient sur effectivement ce lieu qui est un peu quand même le lieu fatidique où se jouent effectivement ces questions de genre et de binarisation banalisée, mais en même temps très excluante, quoi. Qui a été re-questionné en fait à partir de la signalétique. Donc en fait les étudiants à un moment donné disaient mais finalement tout ça se joue à 2 autocollants, quoi, en fait. Et donc on fabriquait de nouveaux autocollants en proposant effectivement à l'entrée des toilettes ce dégenrement, enfin voilà. Et puis aussi à l'intérieur le temps du festival, mais ça reste, aujourd'hui ça reste dans l'école, je sais pas si ça va rester longtemps mais pour l'instant ça reste. En proposant aussi le temps du festival 2 ambiances sonores différentes, mais qui n'avaient rien à voir avec la question du genre. Une ambiance qui était plutôt, je ne sais plus, avec des bruits, des cris d'animaux, des cris d'oiseaux, je ne sais pas quoi, puis une autre, une musique douce, enfin voilà, je veux dire, c'est pas de rapport avec le genre. Voilà, donc, et peut-être juste pour... Ouais, non mais voilà, j'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé. Moi, j'en ai donné plusieurs. Le premier que j'ai donné, c'était en 2015, en arrivant à l'école ici. Il y avait Christian Rosic avec son grand carnet qui prenait des notes à la main. Et j'avais donné un cours qui s'appelait, c'était un cours en anglais qui s'appelait Architecture and Feminism. C'était en 2015 et j'avais eu 4 inscrits et au bout de 2 semaines, il y en a une qui s'est désinscrite. Donc je me suis dit plus jamais. Après ça, le mot féminisme et le mot genre ont disparu des intitulés de mon cours et j'ai décidé, notamment avec Théa dans un enseignement sur la norme qu'on donnait ensemble, de le mettre de manière très implicite dans le cours mais pas du tout affiché. Et je continue sur cette voie-là parce que sinon on n'a soit que des femmes et des minorités ou alors pas d'inscrits. Donc l'enseignement sur lequel je vais revenir tout à l'heure, peut-être juste en donnant 1 ou 2 indices, s'appelle Décentrer pour une architecture plus juste. C'est un enseignement que je donne à l'école de Malaquais, qui a la forme de ce qu'on appelle à Malaquais des développements. Ce sont des enseignements qui mélangent les années, donc j'ai des 2e et des 3e années de licence dans cet enseignement, et où la matière principale est la lecture de textes sur papier. Donc on fait beaucoup de gaspillage de papier, on imprime tout sur papier, on lit 2 textes par semaine, un texte qui est rédigé par une architecte et un texte qui est rédigé par un ou une penseur ou penseuse, un sociologue, philosophe, peu importe. Et je vais vous raconter ce qu'on fait tout à l'heure. Mais donc, voilà, c'est un enseignement où on ne fait que lire et jouer. Donc, je vous raconterai tout à l'heure ce que c'est jouer. Oh, non, on verra pour les supports, peut-être qu'on revient là-dessus tout à l'heure. Bon, tout d'abord, pour dire que moi, je ne me sens pas hyper légitime, je suis venu ici aussi pour beaucoup apprendre, mais à parler
de ces questions-là. Bon, je suis tout nouveau en école d'architecture, c'est ma 3e année, donc j'enseigne les sciences humaines et sociales. Et j'ai découvert le milieu des écoles d'architecture venant de la fac et leur... voilà, bon, je savais ce qu'était un architecte pour avoir beaucoup travaillé avec, mais le milieu de l'enseignement de l'architecture, je ne le connaissais pas plus que ça. Donc moi je suis arrivé avec l'idée d'apporter dans les sciences humaines des humanités environnementales essentiellement, c'est-à-dire enseigner l'écologie autant que possible dans beaucoup de formats différents, des formats d'ateliers, des formats de cours magistrales, des formats des intensifs, des choses comme ça. Et je suis naturellement, si j'ose dire, entré dans un master qui est consacré aux questions de soutenabilité. Sauf que j'envisageais pas la question écologique en me contentant de parler de matériaux biosourcés et de soutenabilité, d'ambiance. J'ai des collègues qui font ça très très bien. Et je n'imagine pas parler d'écologie sans parler de frictions plus essentielles, les injustices environnementales, les dominations, l'impérialisme. Bon, il y a tous les gros mots en isme qu'on peut décliner. Et donc moi je travaille en plus comme chercheur plutôt sur les questions de pollution, de sol et de conflits. Et donc voilà, donc déjà il fallait arriver à apporter des enseignements qui touchent à ces questions et que les étudiants reconnaissent comme des enseignements de l'écologie. Ça c'est assez facile parce que eux ils pichent très très vite. C'est pas le cas forcément des collègues évidemment, donc avec lesquels il faut un peu travailler. Donc je ne pouvais pas non plus ignorer les questions de genre, bien que je ne sois pas du tout un spécialiste de ces questions-là. Et j'ai saisi l'opportunité pour le cours dont je peux parler, de l'arrivée d'une collègue architecte, Clotilde Pérou, donc, qui était en mutation et qui est venue de Montpellier, et avec laquelle j'ai eu tout de suite envie de faire un cours à 2 voix. Et ça tombait bien, il y avait un départ à la retraite, et il y avait un cours de master qu'on ne voulait pas perdre dans son intitulé, que j'animais déjà avec cette personne qui est partie à la retraite. Et on s'est dit, bon, ben, on garde l'intitulé, comme ça on ne s'embête pas non plus avec la direction qui va nous reprocher de faire un nouveau cours. Donc on garde, ça s'appelle Liens et lieux soutenables. Mon collègue, il enseignait des trucs relatifs au concept de soutenabilité. Et c'était très bien. Moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et on décide avec Clotilde de faire un cours, entre guillemets, écoféminisme. Et elle est la première à me dire, attention, surtout, on ne prononce pas le mot. Surtout, exactement, je pense qu'elle a tiré ça de elle a tiré ça sans doute aussi de ton expérience. On ne prononce pas le mot de féminisme, ni le mot d'écoféminisme et tout ça. Mais on se donne une règle du jeu, on se dit, écoute, référence théorique et référence plastique et architecturale, que des femmes. Et on fait un cours d'écologie avec que des femmes. Et donc c'est un cours de master, donc chez nous les cours ils sont pris à la carte, donc à raison de 3 par demi-semestre, et donc ce sont des cours assez courts en termes de surface d'heure. Donc on décide de faire tous ces cours à 2 voix. Évidemment, quand on est enseignant, qu'on fait que des nouveaux cours, ben, on est un peu à l'arrache, et donc on ne peut pas forcément se voir pour préparer les cours, donc on fait des choses à distance. Et ce qui a été très intéressant, c'était le croisement des diapos, comment on gérait les mêmes diapositives, et comment on gérait notre plan de cours en fait via une plateforme numérique. Et ce que font en fait tous les archis qui répondent à des concours aujourd'hui, c'est des équipes multiples, et on est bien obligé de bosser avec des choses dématérialisées et de coécrire ensemble à distance. Et on a fait ça. Et là, ça a été une succession en fait d'enchantements. On s'est rendu compte qu'on parlait des Suds,
on s'est rendu compte qu'on abordait des thèmes que nous n'aurions pas abordés en frontal si nous avions simplement prétendu faire un cours de questions écologiques. Donc il y a des thèmes plus ou moins bateaux, hein, le soin, le care, évidemment, tout le monde va penser à ça. Mais le rituel, la place du rituel dans les luttes, on a quand même fait un premier cours sur le concept de foyer, quoi. On s'est dit, bon, bah, le foyer, c'est quand même un peu casse-gueule comme notion, mais aucun de nos collègues connaissent le concept de housewifization dont a parlé Stéphanie, quoi, sans mentionner le terme, mais le fait qu'on a construit la femme au foyer. Puis j'ai même un collègue d'archi qui explique tous les ans à ses étudiants que la naissance de la cuisine américaine a dépossédé la femme de son espace. Donc en fait, toutes ces questions-là, montrant, en fait, presque de façon très parodique, en fait, démontrant l'utilité de travailler ces questions. Évidemment, on a les éco-marxistes comme Federici qui viennent pointer l'invisibilisation du travail des femmes. On a toutes ces questions-là. Il y a les grandes grèves des employés de maison philippines à Hong Kong, la façon dont elles occupent l'espace public, évidemment les cuisines collectives en Amérique du Sud qui s'inspirent, je ne le savais pas, mais qui s'inspirent effectivement de ce que tu as montré. Enfin, beaucoup de thèmes sont arrivés comme ça. L'eau, on a fait un cours sur l'eau qui était entre retenir et laisser couler. Entre retenir et laisser couler. Et là, on s'est mis à parler pendant 1 heure du castor avec une artiste qui s'appelle Suzanne Husky. Et on a pris ce castor un petit peu comme animal fétiche d'une relation à l'eau, d'une relation architecturale à l'eau, sur laquelle nous n'aurions pas pu en fait établir des linéaments théoriques sans se donner en fait ces contraintes de jeu-là. Donc moi je continue d'apprendre avec cette expérimentation et on a vraiment envie de pousser ça en master. Alors je comprends effectivement que des fois je rentre un petit peu trop vite dans on va dire dans la belligérance philosophique sur ces questions-là, avec ma direction, avec d'autres collègues et tout ça. Et le geste qui consiste en fait à décentrer, mais sans nécessairement faire peur avec des bannières ou des mots qui sont aussi peut-être aussi des mots valises. En tout cas, c'est sans doute la bonne solution pour faire progresser ces enseignements et aussi du côté du projet. Et là, le mouvement récent a montré plein de trucs, on en parlera peut-être après. Et donc moi je suis étudiant comme précisé, et ce qui s'est passé, c'est que cette année on a créé un enseignement à l'école d'architecture de Grenoble, qui est tout neuf, qui s'est fait un peu en un claquement de doigts et en un été pour une rentrée de septembre précipitée. Mais l'idée était de proposer un cours, parmi les cours au choix de licence 3, on a du coup greffé un nouvel enseignement donc pour 20 places, ce qui est assez restreint, assez discret, mais donc on a proposé cet enseignement-là intitulé Architecture au prisme des questions de genre, qui a abouti en fait au montage d'une exposition dans le cadre du mois de l'égalité, donc le mois de l'égalité qui est porté par l'Université Grenoble-Alpes dont nous faisons partie. Et donc durant le mois de mars, il y a de multiples propositions. Et on se dit que c'était l'occasion d'affirmer pleinement notre place en tant qu'école d'architecture de Grenoble, mais aussi du coup en allant éclairer directement le contenu de notre formation et les métiers auxquels nous sommes préparés avec ces questions-là qui sont trop rarement traitées actuellement. Et donc on a simplement quelque chose qui s'est fait vraiment durant la rentrée universitaire avec 3 ateliers de 6 heures successifs, avec très peu de base théorique pour le coup, très peu de cours magistraux, mais plutôt dans l'envie d'aller appliquer, de fabriquer, formaliser ces contenus-là pour l'exposition. Et donc, dès le départ, ce qu'on proposait aux étudiants et étudiantes participants, c'était donc, peu importe le format, que ce soit de l'affiche à l'animation d'un atelier avec divers publics, d'aborder les questions de genre en architecture, en tant que pratique professionnelle, en tant que cadre d'enseignement, mais aussi en tant que forme matérielle et immatérielle. Donc là, les propositions étudiantes ont été très diverses. Donc on a eu à la fois, donc on en a eu 6
Une qui questionnait les usages genrés et les schémas familiaux qu'on projette en dessinant du logement. Une qui parle directement des cours de récréation, comme présenté tout à l'heure. Une aussi qui questionne la place du genre, des genres dans l'espace public, et de plusieurs manières, à la fois sur le sentiment d'insécurité dans l'espace public, mais aussi sur la question de la visibilisation, la visibilité, là notamment par exemple les noms de rues à Grenoble. Donc on a fait une cartographie, on a aussi invité le public à participer, à représenter dans la ville certains sentiments selon son identité de genre. On a aussi une enquête qui a été faite sur la répartition genrée des effectifs enseignants dans l'école. Donc on a visibilisé quelques données très intéressantes et aussi alarmantes que celles présentées tout à l'heure. Et les deux dernières sur aussi des questions ouvertes plutôt sur les influences du genre dans nos relations interpersonnelles, intercommunautés, nos pratiques pédagogiques dans l'école. Certaines de ces questions sont encore sur nos murs, j'en vois une tout là-haut, une ici. Vous pouvez les trouver en vous baladant dans l'école et elles sont là pour nous faire méditer. Et globalement aussi sur des questions peut-être plus habituelles, mais sur les inégalités de genre au sein de la profession qui, pour nous, était aussi un des arguments moteurs, c'est de vraiment pointer qu'actuellement on a quand même un ordre où il n'y a encore que 32% de femmes qui sont inscrites, et ce chiffre a pourtant doublé en 20 ans, et qu'on a aussi des inégalités de revenus pour les femmes, notamment en exercice libéral, qui sont en moyenne qui sont à 50 000 € par an contre 100 000 pour les hommes, ce qui bien sûr nous interpelle et qui a permis, on va dire, quelques maturations intellectuelles chez des étudiants et étudiantes qui n'avaient pas forcément prévu d'arriver dans ces espaces pédagogiques-là, et ce qui du coup a permis, on va dire, des belles progressions. Première chose, peut-être que cette idée de invisibiliser quelque chose qu'il est déjà en le cachant pour lui permettre d'exister, ça je trouve ça super intéressant. Alors nous on a de la chance ici, on n'a pas forcément besoin de se cacher, on n'avait que des choix 1 et on a eu les 20 étudiants et étudiantes pour cet enseignement-là. La deuxième chose, c'est qu'on est tous et toutes sur des enseignements au choix qui sont orientés sur ces questions-là et pas forcément les enseignements, comme Stéphanie l'a dit, les plus valorisés, je mets des guillemets, au sein de nos établissements. Donc je le note, c'est peut-être que vous réagissez si vous voulez. Et puis il y a deux enjeux plutôt pédagogiques, je dirais, que j'identifie moi, enfin trois. La première, c'est l'action de la référence. Dont on parle régulièrement, comment on fait nos choix de référence avec des choix plus ou moins drastiques d'une certaine façon. La deuxième question, c'est que quand on parle de genre, peu importe selon quelle dénomination on aborde ces questions-là, ça ouvre souvent à des sujets autres, et quand on parle des sujets autres, on peut, si on le souhaite, intégrer la question du genre, donc comment pédagogiquement on gère ça. Et j'ai l'impression, évidemment Stéphanie a laissé du suspense sur la question de jouer, mais tous les trois et nous de même, il y a une question sur la proposition pédagogique qui est faite. Nous déjà le fait qu'on était un duo étudiant-enseignante, enseignante-étudiant, ça fait aussi partie du jeu pédagogique, on va se mentir, et des choix relativement forts. Donc voilà, comment la question du format pédagogique ou de la proposition pédagogique s'intègre ou pas. Je vous donne comme ça et vous réagissez à ce que vous voulez. Hein. Et puis il y a une petite ouverture sur la question de comment c'est accueilli, comment c'est reçu par notamment à la fois le corps étudiant mais aussi les collègues. Donc voilà, si vous avez des choses à partager sur ces questions-là, faites dans l'ordre que vous voulez, et puis dans tous les cas je relancerai Je commence par la première, cette question d'invisibilisation. Alors aujourd'hui, c'est un sujet très à la mode. À la limite même, il arrangerait tout le monde, toutes les directions pédagogiques, d'être visible dans un cursus, parce que ça coche la case du politically correct, c'est réglé, la question du genre est réglée, ils la prennent en charge, donc tant mieux. Donc l'invisibilisation, pour moi, elle joue ailleurs, c'est par rapport à la réception des étudiants. De mon expérience, je n'ai que des filles lorsque je parle de féminisme, et dernièrement, suite à la publication du livre, j'ai présenté le livre dans plein d'écoles. C'est la première fois qu'il y a, je ne sais pas si vous vous identifiez comme des hommes, mais en tout cas, c'est la première fois que je vois des gens de sexe masculin dans la salle. Donc voilà. À Val-de-Seine, il n'y avait un amphi que de filles, etc., etc. Donc pour moi, et ça on en a beaucoup parlé dans Architou, avec plein d'enseignants qui travaillent là-dessus, c'était une tactique pour avoir un public mixte, en tout cas, parce que pour moi, ce sont des questions qui touchent avant tout et beaucoup les hommes, donc voilà.
La question des références, elle est primordiale. Donc moi, je vous le dis, c'est un enseignement où on ne fait que lire. Et un peu comme Mathieu le dit, la première année, je n'avais que des architectes femmes et les penseurs étaient femmes ou hommes. Et à partir de la deuxième année, j'ai commencé à mixer les binômes. Mais dans la double lecture, parce qu'on lit toujours deux textes, il y a un des deux qui est toujours une femme. Question de visibilisation, encore une fois, parce que toujours la même question, on demande à des étudiants de troisième année de nous nommer 5 femmes architectes, et à part voilà, Anne Lacaton, Zaha Hadid et Sophie Delay, on tourne en rond. Donc c'était aussi voilà, l'occasion de parler des Suds, de parler de Yasmine Lary, qui est une architecte formidable que très peu de gens connaissent, etc., etc. J'ai répondu à tout. La question du format pédagogique. Alors le format pédagogique, ce qui est, voilà, moi ce qui m'amuse dans ça, c'est qu'on lit. Donc on a 3 heures pour cet enseignement. Il y a 1h15 qui va à la lecture. Donc on boit un thé, on mange des biscuits. Le cours commence à 9h et on lit. On prend 1h15 pour lire ça. Parce que si je demande de lire les textes à la maison, même moi, je n'aurai pas le temps de les lire, donc j'imagine que les étudiants ont encore moins de temps pour le faire. Donc on lit, et ensuite, un binôme par semaine doit jouer les 2 auteurs et autrices lus. Donc par exemple, si on lit, j'en sais rien moi, Yasmine Lary et Corinne Pelluchon. Alors l'idée, c'est voilà, ce sont 2 textes qu'on lit. L'idée est que les 2 auteurs de ces textes se rencontrent, donc il faut nous dire où ils se rencontrent, donc ils se sont rencontrés, je ne sais pas moi, dans l'avion, et puis que se racontent-ils? Donc en réalité on lit, on doit comprendre ce qui a été dit, parce qu'après on doit jouer physiquement, jouer, performer, donc on performe déjà un rôle qui n'est pas nous, donc voilà, j'ai des étudiants, je pourrais vous montrer des photos qui ont fait le Corbusier fantôme, hein, c'est l'esprit du Corbusier qui arrive. Donc on joue, alors déjà ça dédramatise du texte, parce qu'on joue tous très mal, on n'est pas en école de théâtre, ça dédramatise le truc, on a le droit de plagier, on a le droit de reprendre les phrases de cet auteur et de les dire quand on ne comprend pas, quand voilà, donc tout ce qui est interdit devient soudainement permis, et on a le droit de se tromper, de s'approprier la parole de l'autre, d'en faire ce qu'on veut, donc on joue littéralement avec le texte. Et vu que c'est des étudiants de 2 et 3e année et non pas de master, ça fonctionne hyper bien parce qu'il n'y a pas tout le poids qu'on met sur l'écriture d'un mémoire, bien référencer, mettre entre guillemets les choses. Donc tout ça, on s'en fout en réalité. Et ce qui nous importe, c'est de se dire comment un sociologue, par exemple, et un architecte se retrouvent, ben, qu'est-ce qu'ils se disent? Parce qu'on n'arrête pas de dire que les champs disciplinaires doivent dialoguer, mais personne ne sait le faire, ni vous ni moi. Donc, en réalité, quand un sociologue et un archi se rencontrent, ben, effectivement, qu'est-ce qu'ils sont à se dire? Donc voilà, on essaye, quand ça marche, tant mieux. Des fois, on n'y arrive pas. Des fois, mon choix des 2 textes était une très mauvaise intuition, donc l'année d'après, j'essaye de les éviter. Mais en tout cas, on s'amuse, ça j'en suis sûre. Hein. Je pourrais vous montrer des photos, etc. Et après, bon, le petit côté que tout le monde aime, c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup d'inscrits chaque année, c'est que les étudiants s'évaluent entre eux. On l'avait aussi pratiqué avec Théa une année, mais c'est le seul moment où je leur demande un rendu, c'est de m'expliquer pourquoi ils ont cette note. Donc il y a les compétences là qu'ils doivent acquérir, parce que dans la fiche Taiga, il faut toujours acquérir des compétences. Et ben, il faut dire dans quelle mesure on les a acquis ou pas, et comment on est arrivé à les acquérir. Et ça, c'est la seule chose qu'ils rendent. Parce que chaque semaine, il y a un binôme qui joue, et voilà, c'est tout. C'est ça. La question du choix d'avancer invisible ou enfin masqué ou pas. Moi, je fais les 2, en fait. Ça dépend des enseignements. Il y a des enseignements. Là, pour le coup, avant d'avoir transformé tout poste en AAA, on n'était pas sur cette question du genre spécialement, on était plutôt sur la question de l'autobiographie environnementale et donc comment à partir de ce travail-là, on va dire un peu de l'intime, on déployait des ressorts de conception. Bon, on avait, j'ai regardé, on avait 18, alors c'est chaque fois une vingtaine d'étudiants, donc pour tout poste on avait 17 femmes et 7 hommes. Et tout le monde était de couleur blanche et cisgenre. C'est simple. Et pour AAA, on a 18
femmes, dont un tiers d'origine étrangère, 4 hommes, dont 3 d'origine étrangère, et une personne se définissant comme queer, également d'origine étrangère. Donc effectivement, ça a un peu changé le public. Là, on a affirmé plus clairement qu'on allait travailler sur la question des assignations. Mais ce n'était pas que des assignations de genre, c'était des assignations de manière voilà, plus large. On avait déplacé quand même la commande, on va dire, du festival Être un homme, quoi. Donc effectivement, on voit bien que quand même ce qu'on annonce ne va pas être réceptionné, enfin, je veux dire, on va recueillir, voilà, c'est pas anodin, c'est pas. Moi je sais que dans des enseignements de projet, dans des studios de projet, notamment en master, même si j'ai jamais annoncé la couleur, à force au fur et à mesure des années, en étant enseignante et en enseignant aussi avec d'autres enseignantes, eh ben, on récupère à un moment donné que des femmes quand même. Et ça, c'est pas juste en annonçant une couleur, c'est parce qu'on est soi-même enseignante femme. Donc on n'est pas obligé de parfois d'annoncer quelque chose, c'est juste ce qu'on incarne aussi. Voilà. Bon, évidemment, avec aussi des méthodes pédagogiques qui peuvent peut-être être perçues comme autres. C'est sûr aussi des sujets qu'on aborde autrement, etc., mais sans forcément l'annoncer, quoi, en fait. Et puis, voilà, donc ça c'est public et puis invisibilité, voilà. Moi, c'est sûr que là, on l'a annoncé aussi clairement parce qu'il y avait le festival. On s'est dit, bon, ben, on y va, on va bien voir ce que ça donne. Par contre, au prochain épisode, je ne sais pas ce qui va se passer. Il n'y aura peut-être personne, je ne sais rien. On n'a pas de festival derrière qui va nous permettre de bâtir un truc aussi. Et voilà. La réception, c'est vrai que là, je donne le nombre d'étudiants qui sont restés, mais au début, dans les deux cas, on a toujours un peu plus de garçons, mais qui se désinscrivent très vite. Voilà, qui à un moment donné, quand ils rentrent dans le truc, voilà, bon, enfin c'est 3-4, hein, c'est pas non plus la majorité qui s'en va, mais voilà, il y a quand même aussi. Voilà. Là, ensuite, les retours qu'on a, c'est vrai que c'est peu de personnes finalement sur une promotion. Enfin là, on a des Master 1 et des Master 2. Donc c'est une vingtaine, il y a je ne sais pas combien, il doit y avoir au moins 200 masters, donc c'est 10% qu'on va toucher, mais ce qui est sûr c'est qu'on a des vrais retours quand même très positifs, où au fur et à mesure, alors c'est très lent parce qu'on fait un travail, on n'est pas non plus en train de leur dire allez vous allez nous raconter le truc, on essaie d'y aller petit à petit par des petits exercices de récits, ramener des objets, on se met aussi en situation, on se fait des lectures aussi un peu à partir. Alors, on propose des lectures et ces lectures déclenchent des choses, évidemment aussi. Et puis, et donc c'est sûr qu'on a des retours qui viennent petit à petit, des étudiants qui nous disent ah ben maintenant je me rends compte que quand je suis en atelier de projet, ben oui, je me place pas de la même manière qu'un tel. On me coupe la parole, mais je ne m'en rendais pas compte. Ben, j'avais même pas vu quand j'avais que des enseignants hommes. Enfin bref, tout ça, quoi. Donc il y a une sorte de lunettes. Il y a des paires de lunettes qui sont quand même mises sur le nez. Et moi, je regrette que c'est que sur 20 nez, mais sur 10% des nez du master. Je préférerais que ce soit sur plus de personnes, mais bon, on va voir, on avance comme ça. Cela dit, moi, j'observe aussi de ma place d'enseignante, et notamment en atelier de projet, comment dans l'atelier, on peut aussi travailler effectivement plein de choses, évidemment. Alors voilà, si je reviens sur la référence, oui, moi je fais très attention à ça, mais depuis pas longtemps, hein, en fait, parce que je pense qu'on se conscientise petit à petit aussi. Et moi, ça fait seulement quelques années, notamment le travail avec Architecture, mais un petit peu avant aussi. MeToo a quand même aidé aussi à donner un peu de la visibilité aussi à ces différences-là. Et donc moi, je sais que maintenant, je fais des corpus de références. Alors, je suis plutôt dans le champ architectural et urbain, mais je suis pas mal dans l'urbain, mais en fait, j'enseigne dans des studios de projet où vraiment on est sur l'articulation des échelles, on est aussi très très sur l'archi. Mais en fait, mes corpus de référence, ils sont paritaires, quoi. En fait, alors je suis pas dans 100% femmes, mais j'essaye vraiment d'être dans une parité, quoi. Enfin voilà, et c'est pas évident. J'ai mis des années à construire ces corpus. Maintenant, ça va. Petit à petit, je commence à avoir un peu des choses à mettre sous la dent. Mais ah oui, je lui posais une question parce que finalement, la question de la lecture, je me rends compte qu'on est beaucoup à être sur la question de la lecture, sur le dispositif de la lecture. Alors, je ne sais pas si c'est un truc genré. Est-ce que la lecture est genrée ? Mais j'observe que c'est un des outils qu'on utilise beaucoup et qui n'est pas si évident à l'école, dans une école d'architecture.
les étudiants adorent lire. Oui, mais En fait, tout le monde aime lire quand on a des bons textes, mais on ne se donne plus le temps de lire. Donc, mais c'est pas tellement proposé, quoi. Oui, le lire et le lire-écrire, en fait, de le mettre même dans le cours magistral, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et c'est ce que... alors j'ai monté un autre cours cette année qui est en anglais et que je fais avec un prof d'anglais queer, et c'est assez rigolo. On s'amuse vraiment beaucoup et on fait des lectures de l'histoire environnementale. En fait, on rentre dans l'histoire des théories de l'environnement, notamment par des lectures de textes en langue originale. Et ensuite, on demande aux étudiants, en fait, outre la lecture, on leur demande en fait du récit et d'écrire une creative non-fiction en fait en termes de rendu. Et c'est pas, ça vient pas de nulle part non plus le récit en fait, parce que dans le champ des humanités environnementales, qu'on lise Deborah Bird-Rose, Val Plumwood, Anna Tsing, mais même Rachel Carson avant elle, en fait, toutes ces femmes, et Vinciane Després, toutes ces femmes portent la question du récit. Et là, du point de vue en fait, des méthodes, quoi, des transmissions de méthodes, on essaye dans ces cours-là de vraiment appuyer sur les arts de décrire, sur les récits, sur les histoires vraies. Et donc je suis vraiment très, très intéressé par vos dispositifs. Pour l'instant, alors parce qu'on n'est pas encore trop catalogué, en fait on a quand même pas mal de garçons encore en cours. Mais bon, pour l'instant ils nous ont plutôt remercié de leur ouvrir un champ on va dire un champ thématique qu'ils ne soupçonnaient pas. Bon, il faut reconnaître après, ce sont les mêmes étudiants qu'on voit au cœur des mobilisations et tout ça. Il n'y a pas de secret en fait. Pour vous montrer juste un truc, sans mobiliser, vous l'avez peut-être vu passer dans la mobilisation à Marseille dès le premier jour d'AG où on a décidé de banaliser, comme on dit, les cours. On a monté un atelier archi-inclusive. Dès le premier atelier, alors il y a des enseignantes, Evelyne Bachoc, Alice Lancien, des enseignants garçons aussi, des membres du personnel administratif, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui ont fait un boulot dingue parce qu'on s'est réunis tous les jours de la mobilisation, quasiment tous les jours il y avait un atelier. Et le premier acte qu'on a fait, c'est déposer une boîte dans l'espace de l'école avec les mots et les actes de la honte, en se disant en fait que tous ces trucs, toutes ces agressions qu'on peut subir dans l'enceinte de l'école, mais qu'on décide de jeter à la poubelle, on les sort de la poubelle, on déplie les papiers, on les met sur le mur et on essaye de faire changer. Alors voilà, ça c'est le premier jour. Et bon, bien sûr, il y a aussi effectivement de l'arpentage de lecture qui ont été faits dans ces ateliers. Aussi un atelier qui a fait venir des gens du théâtre de l'opprimé pour faire des actions avec le théâtre de l'opprimé, pour apprendre en fait rhétoriquement aussi à contourner en fait les oppressions. Et voilà le mur de la honte. Donc chaque papier évidemment est anonymisé et on a une charte graphique très particulière avec ce papier froissé sorti de la poubelle et qu'on accroche. Et évidemment, donc on a obtenu de l'AG la pérennisation de cette... alors en face, on a mis des textes de loi en face et puis aussi des éléments de vocabulaire aussi pour un petit peu instruire. Et là, en ce moment-là, même se joue une CFVE où on essaye de faire entendre que ce mur-là, il va rester parce que ce qu'on veut justement, c'est disparaître. Hein, de façon très apatiste, en fait, on ne demande qu'une chose, c'est disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus ces papiers au mur. Et c'est pas gagné, on verra bien, c'est pas gagné. Mais en tout cas, c'est une énergie qui fait du bien. Ouais, hier, dans le train, je lisais le premier livrable de l'AMI
compétences et métiers d'avenir. Et en fait, moi, je me suis fait la remarque qu'il manquait toute l'identification des enseignements sur le genre. C'est-à-dire qu'il y a l'identification d'un certain nombre de transitions alors, environnementales, il en manque d'autres, hein, mais alors celle-ci particulièrement, je m'étais mis impossible, il faut que je vois avec théâtre. Et en fait, ça m'a posé question, alors j'ai noté les autres, mais en fait, la question derrière, c'est pourquoi ça n'a pas été identifié comme un enjeu de transition. Parce qu'en fait, alors on s'est appuyé sur des réseaux thématiques, donc évidemment ils sont refermés sur leurs thématiques, donc ça c'est assez cohérent, le patrimoine, ok, bon, il n'y a pas de réseau thématique, bon je ne sais pas s'il faut qu'il y en ait un, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais en tout cas, voilà, moi je m'apprêtais aujourd'hui quand j'ai le temps à faire mes retours aux collègues en disant, bah voilà j'ai repéré ci, j'ai repéré ça, et dans ce que j'ai repéré, la question de l'absence de l'inventaire et du coup si c'est pas dans l'inventaire on va pas se rendre compte que ça manque cruellement, si on s'en rend pas compte on va pas combler les trous parce que derrière c'est ça, c'est l'idée c'était de... Donc voilà, la question que je me posais c'est comment on arrive à enrichir l'inventaire et d'un point de vue méthodologique pour la deuxième phase de cet appel à projet qui va être la phase de projet, une fois le diagnostic fait, méthodologiquement, comment est-ce que, sur quoi on s'appuie, sur quel réseau, sur quelle tête de réseau, sur quelle chaîne, enfin j'en sais rien, pour pas laisser la place vide en fait. Alors, il y a Jeanne Thiriat, qui est une doctorante de Catherine Deschamps, qui travaille sur ça. Elle a répertorié tous les enseignements sur le genre en France, tous les mémoires de master, tous les réseaux et les associations étudiantes qui portent la question, en fait, tout ce qu'il y a autour du genre. Et elle a tout mis ça en ligne. C'est assez bien fait. En architecture, en ENSA. Elle est en co-direction avec Mathias, par exemple. Et avec Mathias Rollo, effectivement. Ouais, oui. Elle devait être invitée aujourd'hui, mais ce n'est pas une période appropriée pour elle. Et juste pour dire, nous, au sein du ministère de la Culture, on leur a demandé que la question du genre devienne une des thématiques parce qu'aujourd'hui, les bourses doctorales sont données en fonction des thématiques et à plusieurs reprises et à partir de plusieurs labos de voix différentes, on leur a dit qu'il fallait qu'il y ait du financement pour une thèse qui porte là-dessus. Et pour eux, non, c'est pas possible. Et il va y avoir un appel à projet sur les réseaux. Ils sont en train de remettre à plat les réseaux scientifiques et thématiques et pédagogiques pour relancer un appel à projet. Et ça veut dire qu'il va falloir se tenir prêt et éventuellement, moi je ne sais pas si ce soit une bonne idée, mais en même temps, je vais demander mon avis, mais il y aura la place pour des réseaux scientifiques et pédagogiques. Pour l'instant, on traitait les deux séparément, nous ça nous pose d'autres questions, mais peu importe. Donc ce serait même presque une opportunité d'avoir un volet recherche et un volet pédagogie et de... En tout cas, il faut se tenir... J'ai noté Jeanne Thiriat. Moi, je voulais juste te dire une chose aussi par rapport à cette approche écoféministe, que c'est vraiment une approche écoféministe quand même, Mathieu, ce qui est présenté dans votre enseignement. Moi, j'ai l'impression, à Nantes en tout cas, que prononcer le mot écoféministe n'est pas aussi, comment dire, est plus admis, ah oui. ou ouvre plus les portes que prononcer le mot féministe. Donc, à mon avis, par l'écoféminisme, on peut peut-être aussi gagner un peu de l'audible, quoi. Mais c'est vrai que ça rebondit sur l'absence dans compétences et métiers d'avenir, en tout cas des questions de genre dans l'architecture, et du coup ça questionne aussi tout simplement notre place à nous, enseignement dans les maquettes. On parle vraiment d'une place encore très très minoritaire, marginale, qui est à la fois une force et une faiblesse. Nous, une faiblesse parce qu'on voit bien que dans l'enseignement de projet, c'est ce que tu disais sur les lunettes, il n'y a pas d'accompagnement qui est proposé systématiquement pour s'équiper de ces lunettes actuellement, et du coup de se rendre compte de tout l'implicite, l'impensé et de ce qu'on reproduit, nous, à force de références qu'on nous donne et de lectures qu'on nous donne d'un logement type et de comment on devrait habiter en tant qu'humain selon notre genre, et en tout cas comment on devrait occuper les logements et tout l'espace public en général. Et ce qu'on voit, c'est que globalement aussi, et nous ça partait de là aussi, la création de cet optionnel est née d'un constat politique un peu plus large qui était celui des semaines de l'égalité précédentes à l'école d'architecture, où nous, élus étudiants,
on fait un retour, où on organise des ateliers, des conférences, etc. Et où en effet, qui participent, les personnes concernées, ou en effet les personnes militantes, mais du coup qui sont déjà outillées pour comprendre et donc qui ont envie de se ressourcer sur ces questions. Et c'est là où on arrive à la fois en proposant un optionnel de 20 places, donc vraiment une broutille dans toutes les heures, les 27 000 heures de pédagogie proposées par l'école, et de l'autre une formation obligatoire en violence sexuelle, mais là aussi ça reste qu'une entrée spécifique, mais qui pour nous est parlante, on va dire, parce que ce sont des questions émergent par là aujourd'hui. C'est ce que tu disais au tout début de ton introduction, et c'est intéressant, on va dire, de s'appuyer aussi là-dessus pour se rendre compte des phénomènes des violences qui sont rendus possibles par tout un appareil, toute une structure de société qui rend ça possible. Et de l'autre, c'est quand même une force, on va dire, d'être un peu cette marge de création, parce que les optionnels de L3, personne ne contrôle vraiment ce qui s'y passe. Nous sommes un optionnel chapeauté transition, donc on y met un peu ce qu'on veut. C'est comme ça aussi qu'on peut monter une pédagogie en un été en terrasse, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Mais c'est aussi toute la faiblesse de cette proposition-là, c'est-à-dire que le temps bénévole investi actuellement pour intégrer ces questions dans les maquettes, c'est là où l'enjeu de la reconnaissance ministérielle serait fondamental. Et nous, derrière, à terme, ce serait que pour les étudiants et étudiantes, on arrive à enrichir l'expression de la culture qu'est l'architecture, en disant que on a besoin en tout cas de diversifier les propositions architecturales. Nous, ce qui était bien dans l'exposition, c'est qu'on voyait que le genre en fait n'est qu'un éclairage, mais qui peut avoir des applications multiples en architecture, et qu'en tout cas là aussi sur la création, la créativité qu'ont les étudiants et étudiantes, ça a un impact fondamental d'un coup de soutien là-dessus. Et donc c'est important de pouvoir pousser, et nous à la fois garder nos petits espaces pirates sur le côté qui sont flexibles, etc. Mais de l'autre, on va avoir besoin de les faire rentrer plus, de les institutionnaliser en quelque sorte. Alors en effet, on est dans un optionnel, dans un groupe d'optionnels qui s'appelle Transition, au pluriel pour lequel je me suis personnellement beaucoup battue au moment de la décision du titre. Et en effet, c'est pas du tout... Enfin, quand on a créé l'enseignement, je me suis dit, est-ce que c'est cohérent avec la thématique qui est donnée? Parce que bon, quand on met transition dans l'école de Grenoble, on pense bien à certaines transitions et pas à d'autres. Et pour l'anecdote, le cours sur le genre a remplacé un cours sur les humanités environnementales, qui n'a vécu qu'un an, parce qu'à un moment donné, voilà, il n'y a pas on ne peut pas tout faire, à l'échelle d'une personne, on ne peut pas faire 10 000 choses. Mais en tout cas, juste pour dire aussi que c'est des marges comme ça qui permettent à la fois l'existence de différentes thématiques dans les établissements d'enseignement de l'architecture, qui au final se retrouvent de manière assez récurrente dans les discours que vous avez tous eus. Et deuxième petite anecdote, parce que je me suis souvenue de ça, moi je me suis rapprochée de Stéphanie, on est rentré à l'école ici la même année. La première année, on n'a pas du tout enseigné ensemble. Moi, c'est en jury de premier semestre de projet que des collègues m'ont très gentiment invité, et c'était du logement. Et là, en voyant les projets des étudiants et étudiantes présentés à l'oral, je me suis dit non, c'est pas possible. Là, on est en 2015 et on reproduit des schémas spatiaux, pour le coup, qui sont remplis d'inégalités et de rapports de pouvoir pas du tout équilibrés. Et c'est à partir de là, je me suis dit, bon, apparemment Stéphanie, elle a l'air d'enseigner sur les questions de normes, à l'époque c'est comme ça que moi je suis identifiée, là il faut faire un truc. Mais c'est un rendu sur les questions de logement qui m'a un peu perturbée. Moi personnellement, je m'attendais naïvement qu'en 10 ans entre mes études et mon arrivée en enseignement, les choses auraient un peu évolué. Juste, peut-être revenir du coup sur une dernière question, parce que l'heure est l'heure, mais juste, est-ce qu'aujourd'hui, ça commence à arriver, hein, quand j'ai lancé l'appel dans les différents réseaux sur est-ce que vous enseignez sur les questions de genre, est-ce que ça vous dit de venir? Alors c'est des réseaux très particuliers, déjà très orientés sur ces questions-là. Il y a eu quand même beaucoup de réponses, on aurait pu inviter beaucoup plus de personnes aujourd'hui autour de cette table. Est-ce que pour vous, vous identifiez aujourd'hui des enjeux majeurs sur le plan pédagogique autour des questions de genre? Alors la question de la reconnaissance ministérielle, éventuellement d'un réseau scientifico-pédagogique, c'est un peu ce qu'Architou d'une certaine façon fait de manière informelle, hein, on va dire ce qui est, c'est clairement l'axe de travail qui a été énoncé, si je ne me trompe. Donc est-ce qu'il y aurait autre chose qui vous semble aujourd'hui important? S'il y avait 2 marches après, ça serait quoi? Je regarde Stéphanie, parce que je suis certaine qu'elle a déjà réfléchi à la deuxième marche d'après. Et je suis un peu fatiguée, mais parce que moi, ce qui m'a intéressée, c'est que Mathieu nous a montré leur mur de la honte, qui était en réalité un enseignement. Nous, le mur de la honte à Malaquais, ce n'est pas un enseignement, il est en permanence. Il a été conçu par
des personnes qui, ça me donne la chair de poule, par des personnes qui travaillent au sein du collectif Melpomène. Et il est en permanence et il a été jusque sur la façade de l'école pour vous raconter sa permanence avec des noms. Et avec des gens qui se sont mis en congé maladie, avec des gens, je n'ai pas le droit de le dire parce que j'ai signé un document, mais qui se retrouvent avec un bracelet électronique aujourd'hui. Donc il y a le fameux article 40 qui nous permet de porter plainte et d'aller jusqu'au bout de la plainte. Et je me dis, effectivement, on aimerait que ce mur n'existe pas, mais il existe. Et voilà, il est là en permanence, au fait. C'est ça que je trouve. Comme tu dis, j'ai hâte au jour où il n'existerait pas. Et après, au niveau des enseignements, je me dis, voilà, c'est peut-être une transition. C'est peut-être un moment où, dans 2-3 ans, on va se dire, bon, bah, ça y est, on a fait le tour de la question. Il faut sortir. On aurait eu tous les sons. On a fait le tour de la question. Passons à autre chose, j'en sais rien. Mais je me dis, il y a 50 ans, on se disait la même chose et c'est toujours là. Donc, je sais pas. Moi, je ressens aussi moins de difficultés parfois avec les étudiants à comprendre où est-ce qu'on veut en venir qu'avec mes collègues. C'est un peu ce que Mathieu disait. Donc, une formation des enseignants, je ne sais pas, ça pourrait être pas mal. Non, mais parce qu'en fait, mais pour arrêter de prendre aussi ces questions comme une punition, quelque chose envers je ne sais pas qui, mais plutôt comme une super chance de d'énormer, de réouvrir plein de choses, de réouvrir quoi, dans l'architecture. C'est ça qui moi me semble le plus intéressant. Enfin, moi, depuis que je suis un peu plus quand même consciente effectivement de ce qui se joue, ben, j'ai l'impression que c'est une joie aussi quoi, de pouvoir travailler avec tout ça, parce que en tant qu'architecte en tout cas, ça ouvre plein de portes, quoi. Enfin, plein de portes de conception, d'imagination, quoi. Très bien dit. Je pense aussi dans les objectifs, voilà, les étapes pédagogiques, ce qui semble important, c'est de permettre les allers-retours et de prendre en compte que même si ces enseignements-là permettent des maturations, c'est pas du tout les mêmes maturations selon les personnes, selon comment elles ont été outillées aussi avant. Donc on constate quand même que il faut en fait colorer tout l'enseignement du début jusqu'à la fin et de permettre aussi d'avoir des niveaux d'exigence et de connaissances sur ces questions qui soient variables pour vraiment faire en sorte que tout le monde puisse y trouver sa place et trouver le bénéfice que nous on y trouve une fois qu'on est vraiment immergé dedans. Et c'est peut-être ça la question où vraiment il faudrait réfléchir à des modalités pédagogiques qui sont à la fois de l'ordre de l'apport du contenu théorique magistral ou en tout cas la grande public, de l'autre vraiment la finesse du travail un peu individualisé que nous on a pu avoir dans l'atelier, qui a pu avoir aussi à Nantes, ou même en fait sur les lectures, en fait sur nos ateliers sont plutôt dans la finesse pour l'instant du travail au contact, vraiment avec plus d'humanité je trouve, mais la question c'est à chaque fois l'institutionnalisation, la massification de ces savoirs-là pose des questions de comment on les transmet. Et pour moi je pense qu'une des urgences serait quand même d'outiller l'enseignement du projet plus vite avec ces questions.